Bonjour, Maud Matisse. Je suis très heureuse d'être à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. Si vous connaissez pas ou peu NAC, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance, puis ça paraît. Les nouvelles barres Ultra Énergie sont révolutionnaires avec leur ratio 4 pour 1 en termes de glucides versus protéines. Et en plus, le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements et vos courses. NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ces produits. Va sur nacbar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS, tout en majuscule. Merci NAC et bonne écoute. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 16e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et l'honneur de recevoir Maud Matisse, une coureuse suisse de calibre international. En fait, c'est la numéro 1 mondiale présentement. Donc, bonjour Maud. Bonjour. Merci beaucoup d'être là avec moi. C'est vraiment très très trippant de t'avoir, comme on dit par ici, trippant, parce que tu sors tout juste des Golden Trail Championship où tu es ressortie grande gagnante. Puis ça semble être une aventure qui était assez particulière pour tous les coureurs et les coureuses qui ont pris part. Ça avait l'air d'être un beau concept de course. Puis j'ai très hâte qu'on puisse en jaser ensemble. Oui, alors déjà, on était tous très très contents de pouvoir courir parce que jusqu'au dernier moment, on n'y croyait pas. Hein. Et en plus, c'est très particulier de courir 4 jours de suite comme ça, pas même 5 Ah avec oui. le prologue. Donc, c'était une très très belle expérience. Cool. Bon, on aura l'occasion d'entrer en détail de cette belle course-là. Avant d'aller plus loin, ma question classique de début d'épisode, qu'est-ce que tu bois, Maude? Alors là, aujourd'hui, c'est juste une grosse tasse de thé. C'est le cas de le dire, une grosse tasse. Voilà, il y a 5 décis. Parce que voilà, j'étais à table jusqu'à 4 heures cet après-midi chez mes beaux-parents et c'est plutôt un thé digestif, on va dire. Bon, c'est parfait. De mon côté, moi, j'ai une bière Fleury Halte de la microbrasserie Silo. Ah. Donc, j'en profite pour remercier mon partenaire, les boutiques de bière à Montréal, Cheers. Donc, c'est un dépanneur à bière, comme on appelle ici. Donc, c'est un magasin de bière qui est énorme, qui ont vraiment beaucoup de contenu. Puis, gens de Montréal, si vous avez l'occasion de découvrir les boutiques Cheers, ça vaut la peine. En plus, ils vous livrent votre bière directement chez vous. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'à Montréal. Fait que même moi, à Québec, j'ai pas accès à ça. Maud en Suisse non plus. Mais gens de Montréal qui nous écoutez, les boutiques Cheers, c'est à découvrir. Donc, merci pour cette bière qui a une superbe petite canette, un branding très épuré, très blanc. Donc, comme mon mur, comme mon t-shirt, c'est la thématique du jour. On est au Québec quand il y a de la neige déjà en ce moment. On est le fin novembre, il y a déjà de la neige. Fait que on est en mode blanc. Okay. Donc, Maude, pour ceux qui pourraient peut-être moins te connaître, j'aimerais que tu te présentes comment la course est entrée dans ta vie, puis comment les Golden Trail Championship, du moment où tu as décidé de courir jusqu'à aujourd'hui, parle-nous un peu de ton parcours. Puis moi, après, j'ai quelques notes que je me suis prises, puis peut-être que je pourrais faire le palmarès complet parce que c'est quand même très impressionnant quand on regarde ça. Alors, je suis née en fait dans une famille sportive, hein, donc mes parents faisaient de l'athlétisme, donc sur les stades, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à mes 9 ans. Ma maman entraînait dans un club, et puis jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait de l'athlétisme, pas un très haut niveau, mais je m'entraînais quand même régulièrement, 5-6 fois par semaine. J'ai jamais été très très forte dans une discipline, mais j'étais moyenne partout. J'ai quand même obtenu quelques bons résultats au saut à la perche. Et ensuite, à 18 ans, j'en avais un petit peu marre d'être toujours sur ces stades et j'ai rencontré mon mari qui faisait de la course à pied et du ski alpinisme l'hiver. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé avec lui. Donc, j'ai totalement arrêté l'athlétisme et je me suis mise à des sports d'endurance, à ces 2 sports d'endurance. Et au début, vraiment dans l'idée de me faire plaisir, j'avais plus envie de faire de compétition. Mais voilà, le virus m'a vite rattrapée. J'ai commencé à m'entraîner un peu plus, à faire des compétitions, à avoir de bons résultats. Et puis ça a été un cercle vicieux, hein, donc positif, puisque voilà, comme tout le monde, dès que les résultats ils commencent à venir, on voit qu'on progresse, on a envie de faire plus de compétitions.
de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. J'ai pu rentrer dès 2012 dans l'équipe nationale de ski alpinisme. Après, j'ai pu faire partie d'une équipe de course à pied de montagne. J'ai commencé à faire mes premiers championnats internationaux, donc c'était déjà 2012, 2013. En 2012, j'ai aussi eu ma première fille, enfin mon premier enfant. Et puis suite à cette première grossesse, j'ai vraiment eu encore de meilleurs résultats parce que j'ai pu m'entraîner pendant cette première grossesse. Donc voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, au fait, j'ai pas arrêté de progresser. Et en 2012, 2012, j'ai arrêté de travailler pour vraiment me consacrer qu'au sport. Alors au début, j'arrivais pas à en vivre, hein, donc on tournait sur le salaire à mon mari. Et depuis le 2018, je peux vraiment dire que j'arrive à en vivre. Donc je suis passée pro avec les résultats voilà d'aujourd'hui, un joli palmarès et en course à pied et en ski alpinisme. Mais depuis 2017, j'ai laissé tomber le ski alpinisme pour me consacrer qu'à la course à pied, puisque j'avais quand même pas mal de projets et sur la montagne et aussi ce projet des Jeux Olympiques sur marathon. Donc je commençais fallait quand même que je sélectionne un petit peu et pas faire tout. Donc là, j'ai laissé un peu de côté le ski alpinisme. OK, donc Voilà. c'est En ça, c'est gros. vraiment un parcours qui t'a mené justement à cette course-là, puis à prioriser la course dans ta vie. Puis je suppose que plus on en fait, plus comme tu disais, le virus arrive, la piqûre se donne, puis quand les résultats sont là aussi, puis force est d'admettre que les résultats sont là. Je veux pas te gêner en déblatérant sur tes résultats, mais je pense qu'il faut le dire quand même. En ce moment, tu es la numéro 1 mondiale, si on se fie au palmarès, à la cote ITRA, donc de l'International Trail Running Association, la numéro 1 mondiale. 3 fois championne d'Europe en course en montagne, 6 fois championne suisse de course en montagne. L'année passée, tu as remporté la Sierzinal avec Kilian qui l'a remporté du côté masculin, vous deux en franchissant, en battant le record du parcours plutôt. Donc ça, c'est super impressionnant. Cette année, pareil encore, nouveau résultat, nouvelle course de Sierzinal, un peu particulière dans le contexte de COVID, mais une victoire là aussi. Puis ensuite, le Pikes Peak Marathon l'année passée, qui est une course mythique aux États-Unis, un marathon de montagne que tu as remporté une fois de plus, allant chercher le record du parcours. Oui. Donc, Golden Trail Championship l'an passé. Cette année, le Golden Trail... en fait, l'an passé, c'était les Golden Trail Series. Cette année, c'est le Championship et tout ça. Puis je trouve ça intéressant de te parler parce que depuis que j'ai lancé ce balado-là, on en est au 16e épisode, j'ai couvert un large spectre de ce qui est la course en sentier parce que il y a plein de choses. On entend beaucoup parler des ultras qui gagnent en popularité. J'ai rencontré beaucoup d'athlètes d'ultras. J'ai rencontré des gens qui font des courses en autonomie, des FKT, notamment Mathieu Blanchard, ton coéquipier chez Salomon, qui a fait des FKT cette année. J'ai parlé à aussi Stephanie Simpson, qui est une championne canadienne de course en ultra, mais sur route. Et là, on a quelque chose qui est un peu différent, qui est peut-être moins populaire au Québec pour les auditeurs qui écoutent, mais qui, je pense qu'en France, c'est très populaire. C'est les marathons de montagne ou j'aime pas dire courte distance parce que ça demeure des 25, 30, 40 kilomètres, mais comparé à de l'ultra, c'est des formats plus courts, mais beaucoup plus rapides. C'est un format sur lequel Kilian a eu beaucoup de succès. Puis ici, peut-être les gens sont moins familiers avec ce format-là de Sky Race, mais je pense si je me trompe pas, en Europe, en Suisse, en Italie, en France, c'est vraiment très populaire. Puis il y a beaucoup, beaucoup d'athlètes qui parcourent ça. Puis dans les dernières années, je sens que le Golden Trail Series a peut-être... je suis moins familier, fait que tu peux me dire si je me trompe, mais un peu repris le flambeau du Skyrunner World Series, qui était les courses comme Sierzinal, Zegama, le marathon du Mont-Blanc, des formats type marathon avec des 1500, 2000, 2500 mètres de D+. Fait que parle-moi un peu du skyrunning ou de cette course en santé, ces marathons de montagne-là, à quel point c'est gros puis c'est fort en France, en Suisse, en Europe. Oui, alors effectivement, c'est des formats qui demandent pas énormément j'allais dire d'heures d'entraînement, mais oui, ça demande quand même. Mais c'est vrai que c'est moins, ça donne plus envie de se lancer sur un 40 que sur un 100 ou 150 kilomètres. C'est plus abordable. C'est en train il y a beaucoup de courses qui sont en train d'émerger, que ce soit en Suisse, en France et en Italie. Après, le skyrunning, en Suisse, il commence à se développer, mais c'est plus, on dit que le skyrunning est un peu plus technique au niveau des sentiers. C'est pas vraiment comme chez nous, on dit des montagnes à vaches. C'est un peu plus technique. Des fois, il n'y a pas de sentier. Donc là, il y a encore pas trop de courses, mais ça commence
à venir, quoi. OK, donc c'est des sentiers qui sont, nous, par ici, on parle souvent de roulant ou technique, donc il y a une technicité Voilà. qui est plus grande dans le Skyrunner. Oui, tout à fait. OK. Mais ça reste que longtemps dans le Skyrunner World Series, on avait des courses comme le Pikes Peak Marathon, le Speed Goat aux États-Unis, puis le Marathon du Mont-Blanc, Sierra Zinal, Zegama, qui sont dans les courses qui, à mes yeux, en tout cas, quand on suit le sport de notre côté de l'océan, ça semble être les grandes courses plus Oui, prestigieuses, qui ont une grande tradition aussi. C'est des courses qui sont là depuis très longtemps, qui, bien avant que les ultras soient populaires, puis les UTMB, ces choses-là, exactement. il y avait ces courses-là qui existaient. Et puis c'est des courses de référence. Tout le monde sait quel chrono vaut. Enfin, si c'est comme les marathons. Hein, si on dit bah je vaux 3 heures sur marathon, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et quand on dit bah je vaux 3 heures sur Cerzinal, voilà, ça donne un peu le niveau de la personne. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de monde qui veulent se challenger sur ces courses. Ouais, c'est ça. Puis quand on voit des images de Zegama ou de ces courses-là où il y a une foule, tu sais, ça ressemble à l'UTMB, souvent entre elles, en Exact. ultra, en tout cas, tu sais, aux États-Unis, même les courses les plus prestigieuses, c'est des tout petites, des crowds, des foules qui sont minuscules, c'est des petites vagues de coureurs, c'est 300 personnes au départ, là, quand on regarde l'UTMB en ultra, c'est notre référence, mais quand on regarde Voilà. ces courses-là, des Sierra Zinal, des marathons du Mont-Blanc, ça semble complètement fou comme ambiance dans une année qui est pas de COVID parce que les foules sont au rendez-vous puis c'est une célébration du trail pendant une fin de semaine de temps. Oui, tout à fait. Oui, Hein. c'est vrai que c'est assez fou le nombre de personnes que ça amène. Ben oui. Avant qu'on parle de la Golden Trail Championship que tu as vécu il y a quelques semaines, tantôt tu l'as mentionné rapidement, donc tu avais les JO de Tokyo en tête sur marathon. On sait un peu comment le processus fonctionne ici au Canada, aux États-Unis. On a suivi des athlètes tenter d'aller chercher des temps de référence pour se qualifier. Comment ça fonctionne en Suisse pour que toi, Maud Mathis, tu sois la représentante de la Suisse sur marathon potentiellement aux Jeux olympiques de Tokyo de 2021? Alors, ils ont décidé déjà d'envoyer 3 athlètes féminines, 3 athlètes masculins au maximum. Et ils nous ont demandé d'atteindre une limite. Je crois que c'est une limite qui a été fixée par le comité olympique, hein, il me semble. Donc, c'est 2:29:30 sur marathon pour les femmes. Mais après, il y a aussi une deuxième possibilité de se qualifier si on n'atteint pas cette limite, ce qui est mon cas. Puisque moi j'ai couru au mois de février cette année à Séville et j'ai couru en 2h30 et 40 secondes, donc il me manque 1 minute 10. Et j'espère pouvoir me qualifier via cette deuxième solution. Ils ont fait un world ranking. Donc chaque marathon et chaque semi-marathon dans les 2 ans précédant les JO apporte un certain nombre de points. Et après, ils prendront les 80 meilleurs athlètes de tous les pays, voilà, pour comme qualification, en sachant que c'est maximum 3 par pays, donc il peut pas avoir 80 Kenyennes. Non, c'est Voilà. ça. Donc, en ce moment, ça serait par cette option-là que tu réussirais à te Voilà. placer Ouais. pour l'équipe. Est-ce que le niveau est fort en termes de compétition? Est-ce que tu sais le nombre de femmes potentielles qui pourraient aller chercher ce 2h30-là ou ces points-là via le ranking? Ouais, alors, bah, je viens tout récemment, il y a 2 jours, je viens d'avoir l'information. Donc, il y a 71 athlètes qui sont déjà qualifiés avec la limite. Donc, en fait, il resterait plus que 9 places avec le World Ranking. Pour moi, actuellement, ça commence à se présenter assez mal. Ça va être très difficile d'avoir une place qualificative. Ouais. Alors, je suis en train de réfléchir, voir si je vais recourir un marathon cette année ou ouais, je sais encore pas trop, mais ça va être difficile quand même. Tu aurais l'option de pouvoir refaire un marathon dans les prochains mois. Puis si tu vas chercher le 2h29:30, tu pourrais te qualifier pour l'équipe. Voilà, alors là, je pense que je vais devoir, ouais, quasi sûr que je dois courir ces 2:29:30 pour être qualifier. Mais voilà, il y a déjà pas de course, donc je sais pas comment on va faire. Et puis, je sais pas si je suis capable de courir encore 1 minute 10 plus rapide. Donc voilà, ça va être un peu c'est la grosse réflexion que j'ai à faire à ces prochains jours. Donc, je comprends qu'en ce moment, tu es sur un entraînement peut-être un peu plus axé sur la route ou pour toi, l'entraînement reste le même, dépendamment des compétitions à venir? Non, alors si tout à coup je pars sur un marathon, je sais que je vais devoir faire beaucoup plus de route, beaucoup plus d'entraînement tempo, avec de l'allure marathon, avec de l'allure semi-marathon, comme j'ai fait au fait l'hiver passé pour Séville.
c'est des entraînements qui sont difficiles psychologiquement et puis physiquement. D'ailleurs, depuis février, j'ai une petite blessure qui m'embête, un ischio, et j'arrive pas vraiment à m'en sortir. Donc c'est aussi ce qui fait que j'hésite à repartir sur une préparation marathon. Je vois que je pense que mon corps il est pas fait pour la route, il est quand même fait plus pour la montagne. Donc pour l'instant, la balance est plus penchée du côté de montagne et puis de laisser de côté ces JO quoi. Ouais. C'est Mais dur pour le corps, le bitume quand même. ouais, ça use quoi. Et puis je pense qu'on a voilà, physiologiquement on a des organismes qui sont faits pour la route et d'autres pour la montagne. Et puis bah ouais, moi c'est clair que je suis plus pour la montagne. À regarder le palmarès, ben ça reste qu'un marathon en 2h30, c'est extrêmement impressionnant. T'es 1 minute 10, on sait qu'en route sur marathon, c'est des temps qui sont, c'est beaucoup retranché 1 minute rendu à ce niveau-là. Mais Tout à ça fait. demeure que 2h30 sur marathon, c'est très impressionnant. Je comprends que les JO étaient un peu un rêve pour toi. Oui, voilà, je pense que c'est ce sera ouais, ça aurait été les premiers et derniers JO. Après, bah voilà, j'ai 33 ans, ça veut dire dans 4 ans, j'aurai 37. Alors c'est encore possible, mais est-ce que j'aurai l'envie, la motivation pour m'entraîner sur route? Je sais pas. Après, voilà, il y a les courses de montagne, ça m'apporte tellement. Il y a les voyages, il y a c'est aussi des marathons. Donc, c'est un rêve d'aller à Tokyo, d'aller à ces jeux. Mais il y a d'autres rêves, donc c'est pas grave, quoi. Ben non, c'est ça. Non, puis force est d'admettre que tu as beaucoup de succès dans la course en montagne. Peut-être, comme tu Ouais, disais, chacun est fait pour... Il y a des coureurs de route qui voudraient s'essayer sur la montagne, puis ça ferait pas le type de sol, le type d'entraînement peut-être serait différent. Toi, dans ton cas, ben, je pense que tu es très forte sur les deux, mais avoir les succès que tu as présentement dans les dernières années sur trail, ça semble être ton dada. ouais, tout à fait. Donc, si on vient qu'à parler des Golden Trail Championship cette année, ça part des Golden Trail Series, qui est une série de courses, comme je l'expliquais tantôt, de marathon de montagne, tu sais, entre 30 et 42 kilomètres sur montagne. Ça a commencé en 2018, l'année passée. En 2019, comme je le disais, tu as remporté Sierzinal, Pikes Peak Marathon. Puis, ce qui est le fun de ce format de course-là, c'est qu'il y a 4, 5, 6 courses pendant la saison, mais il y a une espèce de classement qui se fait, puis à la fin, il y a une finale mondiale qui, l'année passée, a eu lieu au Népal. Cette année, qui a lieu aux Açores, qui sont des îles portugaises au beau milieu de l'Atlantique, là, quasiment à mi-chemin entre l'Amérique et l'Europe. Donc, l'an passé, parle-moi rapidement un peu de comment s'est passé ton Golden Trail Series avec ces courses-là que tu as remportées, mais ensuite, le Népal, comment ça s'est terminé pour toi? Alors l'année passée, toutes les courses se sont bien passées. Enfin, j'ai participé à 3 courses, donc les Dolomites en premier. Là, ça s'était passé plus ou moins bien. Alors jusqu'aux 3 quarts de la course, bien. Mais au fait, dans la descente, je me suis tordu une cheville et voilà, j'ai fini un peu comme je pouvais. Je pouvais encore courir, enfin c'était chaud, et je finis en 3e position. Mais j'étais quand même contente de ma course. Après, j'ai quand même mis 1 mois, ouais, même presque 2 mois à me remettre de cette cheville. Mais une très belle découverte. Voilà, j'étais jamais allée dans les Dolomites. Ensuite, j'ai enchaîné avec Sierzinal, qui s'est super bien passé puisque j'ai fait le record. Donc voilà, je pouvais pas rêver mieux. Une course parfaite, quoi. Et 2 semaines après, donc là, après Sierzinal, j'ai fait une grosse pause, enfin une grosse pause. J'ai pris une semaine vraiment où j'ai pas couru pour vraiment bien récupérer, parce que 2 semaines après, il y avait Pikes Peak. Et Pikes Peak, je me sentais pas particulièrement en forme, on va dire, mais le jour J, j'ai eu des ailes. Je m'étais entraînée spécifiquement aussi pour l'altitude. Parce que je savais que on montait jusqu'à 4000. Donc, moi qui n'ai pas l'habitude de courir dans des hautes altitudes, je suis à un maximum 2000 mètres. J'ai fait des entraînements sur tapis en hypoxie avec le masque. Une dizaine d'entraînements pour simuler 4000 mètres d'altitude. Et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis sentie bien et que j'ai pu aller chercher ce record. T'as pas Donc, senti quand t'es arrivé assez haut, quand on parle de 4000 mètres, c'est très haut, puis ça a un impact sur la respiration, sur le souffle et tout ça. tout à fait. T'as senti que la préparation avait payé parce que t'as pas senti les effets de l'altitude à ce moment-là?
Non, alors pendant Ouais. la course, alors oui, un peu de fatigue, mais est-ce que c'était l'altitude? Est-ce que c'est aussi la course? Enfin, je pense qu'il y a un petit peu de tout, mais j'ai pas eu de gros coups de mou ou bien de problèmes à respirer. Donc, ouais, pas eu d'étourdissement. Donc, ouais, j'étais bien. Euh, Malgré que j'ai quand même chuté dans la. Je Ah pense que ouais. tout le monde avait vu cette chute que j'avais fait Ah oui, 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 que dans la vidéo la recap, on première partie. voyait. Voilà. Là, je me suis fait hyper mal quand même. Ah Hein, ouais. vraiment souffert. En fait, j'avais un monstre hématome sur la cuisse. Et à chaque pas, je crevais de mal. Mais voilà, comme beaucoup de monde, c'est vrai que quand on est dans la course, on a adrénaline et puis il fallait de toute façon descendre pour arriver. Donc je me suis dit, ben ouais, vas-y, continue. Et puis, bah, tu souffriras moins longtemps si tu vas vite. C'est une bonne façon de voir les choses. De fond, on se dit ça Voilà, en ultra, hein. On est rendu à un point où ça avance plus trop, puis on gambade, on marche, il y a plus trop, puis tu te dis, ben, tant qu'à souffrir en marchant, je vais souffrir en courant, puis ça va être moins long. exactement. Donc voilà, j'ai fini super bien et puis bah, très étonnée d'avoir ce record et voilà, très fière quoi d'avoir pu casser ce record et puis bah c'était aussi une super bonne découverte parce que c'était la première fois que j'allais aux États-Unis, enfin ouais dans le Colorado et ouais, j'ai trouvé l'ambiance géniale et j'ai beaucoup aimé cette course. Ça semble assez Et toi? mythique, Pikes Peak, hein. À chaque fois que je lis sur cette course-là, quand on voit des choses, à chaque année, quand il y a une édition, il y a quelque chose de mythique autour de cette course-là parce que c'est un marathon de montagne, mais très, très haute altitude. Oui. Tu sais, il y a des athlètes de très, très haut niveau, autant chez les hommes, chez les femmes, à chaque année. Puis, ça semble difficile d'aller chercher ces records de parcours-là. Tu sais, l'an passé, je me rappelle, on parlait beaucoup de Kylian et Maud arrivent de Sierzinal où chacun a battu le record. Donc là, est-ce que Pike Peak, ça va se passer? Ça s'est passé pour toi, pas pour Kylian, qui est le record de Matt Carpenter. On dirait que personne ne va réussir à l'atteindre. S'il y avait quelqu'un qui pouvait aller chercher ce record masculin-là, c'est Kylian, puis il est encore loin. C'est fou ce que Matt Carpenter a fait sur Pikes Peak. Mais il y a vraiment quelque chose de mythique. Puis ceux qui connaissent moins les marathons de montagne, ceux qui écoutent en ce moment, allez voir ça. C'est vraiment impressionnant. Puis la Golden Trail Series, comme tous bons événements Salomon, a une couverture médiatique vraiment intéressante, des vidéos. C'est le fun dans notre sport de c'est pas un sport télévisé, on regarde pas les Golden Trail Series à la télévision, mais la manière dont Golden Trail Series et Salomon couvrent ces courses-là, c'est vraiment intéressant. Ça permet de découvrir ces beaux environnements-là. Oui, oui, ils font un sacré boulot. C'est vrai que bah, je les remercie là. Depuis quelques années, ils font, ouais, c'est monstrueux ce qu'ils font. Et puis, c'est grâce à eux aussi que ça se médiatise de plus en plus, hein, ces Ouais. courses-là. Donc, ouais, chapeau. On sent que Salomon est vraiment en avant du pack, puis permet de faire découvrir ce sport-là qui est encore dans la marge. En tout cas, je sais que de notre côté en Amérique, c'est la trail gagne en popularité, mais ça demeure encore quelque chose qui est dans la marge, qui est petit, qui est une petite communauté. Mais en Ok. mettant de l'avant ces événements-là, puis des événements comme la Golden Trail Series, permet de faire connaître ce sport-là, puis de propager la bonne nouvelle, puis d'inciter les gens à lâcher le bitume, aller courir dans les montagnes, c'est le fun. Donc Et cette puis, année, continue, c'est vrai, on t'est rendu ouais, au non, bah, Népal. juste bah après, comme tu me disais, bah, il y a eu la finale, donc on n'est Mhm. pas. Et bah là, c'était assez spécial au fait parce qu'on était en même temps, c'était un peu des vacances parce qu'on était invités là-bas. Donc moi j'étais avec mon mari, c'était 2 semaines de vacances superbes, en plus dans un pays super dépaysant. Donc il y avait en même temps cette ambivalence. J'avais envie de profiter des vacances, je me sentais pas du tout en compétition, mais il y avait quand même cette compétition. Donc jusqu'au dernier moment, la motivation, c'était ouais, est-ce que je me mets à fond ou est-ce que je profite? Enfin bref. Et puis bah, le jour J, j'avais quand même envie de courir et de bien faire. Mais malheureusement, au bout de 13 kilomètres, j'ai perdu mon chemin Mm. avec trois autres coureurs. Et donc voilà, je me suis dit bon, je suis plus dans la course, fini, voilà, bref. Et par chance, au bout de quelques kilomètres, j'ai pu rejoindre le parcours et passer par tous les points en fait de contrôle. Et donc toute la course, on me disait ouais, c'est bon, t'es dans la course, c'est bon, t'as passé par tous les points, donc tu peux continuer, t'es dans le classement. Et puis des moments je me disais mais non, ils vont me disqualifier, c'est pas possible. Alors toute la course, bah j'étais un petit peu entre deux. Est-ce que je tire parce que je suis encore dans le classement ou est-ce que je lâche parce que je suis disqualifiée? Pour finir, j'ai quand même été jusqu'à l'arrivée, j'ai donné le maximum et puis bah à l'arrivée ils m'ont disqualifié
ce qui était juste, hein, pour moi. Voilà, j'ai trouvé correct. Mais j'étais contente parce que ben ouais, j'ai quand même fait la course plus ou moins et c'était une superbe expérience quoi. Le paysage doit être exceptionnel, là. Ouais, tout Puis à c'est ça, fait. la finale, vous étiez quelques athlètes, je pense que c'était ceux qui avaient mieux le performé dans les courses de la saison de la Golden Trail Series. C'est que vous étiez combien d'athlètes invités là-bas? Alors 11. Ok, tout ça, seulement 11. Ouais, alors enfin 11 c'était comment? Oui, 11 finalistes, enfin 11 qualifiés. Mais après la course était ouverte aux Népalais et puis Ok, il y avait une partie populaire. Donc là les gens pouvaient s'inscrire ouais, sur ok, c'était dans le cadre d'une course. tout à fait. Ah ben c'est intéressant comme format. Puis cette année, je pense qu'ils s'enlignaient sur un format semblable d'avoir des courses durant la saison, Sierzinal, Pikes Peak, les marathons de montagne classiques, et avoir une finale encore là dans un endroit. Je sais pas, est-ce que ça avait été annoncé où la finale Oui, ça allait se dérouler? C'était où? normalement c'était en Patagonie. Ah, c'est ça, en Argentine. Et Ouais, finalement, ben, la COVID arrive. Tous les voilà. événements où à peu près ont pas eu lieu, ont été annulés. Il y a eu Sierzinal qui ont fait un format, je pense avec quelques athlètes élites, puis un mois de compétition ouverte aux gens sur le parcours et tout. Mais ça demeure que chaque course de la série a été annulée, ce qui fait Oui, que la Golden Trail Series s'est transformée en Golden Trail Championship. Puis là, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est qu'ils ont organisé une course par étape, donc quelque chose qui était nouveau pour leur série de courses, dans les Açores des îles portugaises. Donc oui, du 28 octobre au 1er novembre, 5 étapes, 4 étapes officielles et un prologue. Puis c'est là que vous êtes parti, une grande délégation quand même. Je pense qu'il y avait plusieurs athlètes qui avaient obtenu des Golden Tickets comme toi. Puis ensuite, ce que je trouvais le fun, c'est que des athlètes Salomon dans différents pays du monde, comme ici au Canada, c'est Mathieu Blanchard qui avait trouvé un tracé montagneux dans le coin du Mont-Tremblant. Puis les athlètes pouvaient aller tenter d'aller chercher ce FKT-là ou cette couronne Strava sur ce parcours-là. Puis l'homme et la femme dans chaque pays qui avait la couronne étaient invités. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant, qui permettait à des athlètes d'un peu partout dans le monde qui sont pas nécessairement connus, qui ont pas des performances sur Cerzinal et tout ça, de se faire connaître puis de pouvoir aller aux Açores. Fait que vous étiez quand même une grande délégation d'athlètes à vous rendre là. oui. Ouais, je pense qu'on était 250 à peu près, hein, entre hommes et femmes. Donc ouais, c'était voilà, comme tu as très bien expliqué, hein, c'était chouette d'avoir vraiment les meilleurs athlètes de chaque pays. Chacun a pu avoir un golden ticket ou deux par pays. Et ouais, c'était vraiment chouette de tous se regrouper là-bas. Ouais, puis ça donne la chance à des gens de se surprendre. Cette année, une des belles histoires qu'il y a eu entre elles, c'est Frédéric Tranchant, qui est un Oui, coureur d'orientation, donc une autre discipline encore là dans le monde de la course en sentier, qui est arrivé sur Sierzinal, comme je le disais tantôt, où cette année, c'était une édition où il y avait une petite compétition avec les athlètes élites, mais le reste du mois, les gens pouvaient s'inscrire puis aller courir le parcours. Puis lui, il est allé faire un temps complètement fou à 30 secondes de Kilian, puis le gars que personne n'avait vu venir a fini deuxième. Puis il s'est rendu au Golden Trail Series, puis il a très bien fait. Fait que ça a permis à des gens comme ça de sortir de l'ombre ou de découvrir des nouveaux athlètes, puis c'est toujours le fun. C'est le fun de voir des noms qu'on connaît qui ont du succès, mais c'est le fun de voir des gens qui arrivent un peu avec des parcours différents puis qui ouais, viennent causer la surprise. Fait que tout à c'était fait. beau de voir. Est-ce que, tu sais, tantôt tu parlais du Népal, vous étiez une petite délégation. Là, il y avait un peu ça aux Açores avec la plus grosse délégation de 200 personnes. Est-ce qu'il y a ce feeling de camp de vacances, de colonie de vacances, que tout le monde part, puis vous êtes comme dans un lieu fermé où vous êtes contre-coureurs? Est-ce qu'il y a ce sentiment-là? Est-ce qu'il y a cette fraternité-là qui se passe entre les athlètes? Oui, alors spécialement cette année parce que bah, c'était sur une semaine, enfin sur 5 jours, donc on est tous en même temps au repas, on était tous dans le même hôtel. Alors on n'a pas voyagé tous ensemble, hein, parce qu'il y en a qui sont arrivés un peu avant, et puis on est tous d'un pays différent. Mais il y avait vraiment cet esprit convivial, cet esprit de groupe. Et puis avant les départs, on avait chaque fois environ 30-40 minutes de bus qui nous amenait sur le lieu de départ. Donc là, ça faisait un peu bah ouais l'aventure et tout le monde parlait dans le bus. C'était vraiment sympathique. Ouais, puis bah le premier jour, voilà, on se connaît pas tous. Puis à la fin, bah on voit qui c'est, on met des noms sur les visages et puis ouais, c'était vraiment, ça fait un peu colonie de vacances. Ouais. Fait que c'est ça, c'était une course en étapes. Fait que vous aviez 5 jours de compétition, un prologue assez court, puis ensuite 4 étapes entre 20 et 30 kilomètres avec des bons dénivelés.
Euh, Parle-moi un peu de la préparation pour ça, parce que je le disais, je parle un peu de ton palmarès. Toi, c'était ta première course en étape comme ça, Oui. ce format-là. Est-ce qu'il y a une préparation qui est différente pour toi? Parce que là, il y a l'aspect que chaque course individuelle, c'est dans des distances, des dénivelés que tu es habitué, mais là, c'est de les faire consécutivement, 4 jours consécutifs, ça doit quand même être différent. Alors oui, c'est totalement différent. Mais après, je me suis pas préparée spécifiquement pour parce que bah ouais, comme j'ai dit avant, moi j'étais sûre que ça allait être annulé. Et puis comme j'ai été un peu embêtée avec cet ischio pendant l'été, j'ai pas pu enchaîner 4 jours de course. J'alternais beaucoup avec le vélo, donc un jour vélo, un jour course, un jour vélo, un jour course. Et c'est ce qui me faisait un petit peu peur en partant dans les Açores. Je me suis dit mais comment je vais faire pour courir 4 jours de suite quand j'ai pas l'habitude. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est que bah, pendant que tu cours le premier jour, bah, tu penses au fait au prochain jour et tu vas pas à 100%. Tu gères toujours ton effort pour tenir sur ces 4 jours. Et je pense que ce qui m'a réussi, c'est que j'étais jamais à 150%. Il y a des jours où j'ai un peu plus tiré, mais tu penses toujours au lendemain. Et puis surtout quand tu passes la ligne d'arrivée, normalement, bah voilà, tu t'en fiches un petit peu, tu manges un peu n'importe quoi, tu bois, tu discutes. Si tu remets pas tout de suite une petite veste, tu t'en fiches. Là, j'ai vraiment pensé tout de suite à la récup. Et puis, ben les premières choses que je faisais, c'était boire, manger, me changer, même mettre un peu les jambes en l'air tout de suite. Et afin de tenir les 4 jours. Mais la préparation a pas été vraiment spécifique. Après, j'ai fait un peu plus de volume, mais voilà, en alternant vélo et course à pied, c'est tout. Voilà. OK. Fait qu'est-ce que le lendemain des épreuves, tu te levais le matin puis là, tu sentais les jambes un peu raides ou la préparation, ou du moins pas tant la préparation que l'après-course, les précautions que tu prenais, tu sentais que ça a servi? Alors après le premier jour, ça a été. Le deuxième jour, je me suis dit, ah, les jambes vont pas mal. Je pense que j'ai bien géré mon effort. La deuxième étape, j'ai dû un petit peu plus tirer, hein. D'ailleurs, j'ai gagné. Donc, le troisième jour, voilà, les jambes, là, elles ont commencé vraiment à ramasser. Là, je me suis dit, ouh, ça va être difficile. Parce que, bah, c'est vrai que, voilà, le premier jour, deuxième jour, quasi tout le monde arrive à faire 2 jours de suite de la course. Mais le troisième, tu sens vraiment les jambes. Et puis, étonnamment, le quatrième jour, c'est comme si le corps, il commençait à s'habituer à l'effort. Et les jambes étaient mieux que le troisième jour. Après, bah voilà, j'ai pas retesté. Il faudrait continuer. Mais non, après, c'est vrai que globalement, tu sens quand même la fatigue qui s'installe. Les réflexes sont moins bons aussi. Alors là aussi, moi, j'ai jamais pris de risque dans les descentes. Dès que c'était un peu technique, je privilégiais la sécurité plutôt que la performance. Mais ouais, bon, moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de volume, hein, en course à pied. Je fais du maximum 1h40, 2 heures, et même à vélo, hein, je dépasse jamais les 2h30. Donc, peut-être que c'est aussi ce qui fait que j'ai les jambes très fatiguées, mais en discutant avec les autres athlètes, tout le monde avait les jambes fatiguées, hein. Non, C'est, puis tu c'est... sais, chacun des backgrounds qui sont différents. Tu sais, quand on regardait la liste d'athlètes, tu avais autant des coureurs comme toi de ces distances-là, un peu skyrunning, marathon de montagne, puis tu avais des coureurs, Jim Wamsley qui était là, c'est un gars qui a fait des 100 miles et tout ça. Fait que chacun a ses défis. Je suppose les gens comme toi qui avaient un background un peu plus coureur courte distance, super rapide, ben c'est des gens qui performent super bien dans les montées des descentes techniques et tout ça, mais c'est peut-être l'accumulation qui est un défi, alors qu'un gars comme Jim Wamsley, ben oui, on sait que Jim est très rapide, mais ça demeure qu'il est rapide sur des 100 miles, sur des 100 K, là, faut qu'il soit en mode marathon de montagne, puis la vitesse est complètement différente, puis on est habitué de voir les ultras où ça se gagne, puis qu'il y a 1 heure entre deux participants, là, ça se joue dans les minutes comme comme le Tour de France ou des courses très performantes comme ça, là. Fait que chacun devait avoir son défi par rapport à cette course en étape-là, là. Tout à fait. Ça permettait aussi, bah, comme tu dis, à des personnes qui ont de l'habitude du long, ben, plus les jours avançaient et plus ils gradaient dans le classement, hein. Donc, c'était vraiment un format qui était intéressant. Ouais, puis c'est le fun ce qu'ils ont fait aussi de s'inspirer un peu du Tour de France, ou peut-être c'est quelque chose qui est commun en Europe, mais il y avait vraiment, oui, le vainqueur de chaque épreuve, puis le gagnant du Golden Trail Championship, c'était le temps cumulatif des 4 étapes, donc ça c'est assez standard. Mais pour chaque épreuve, il y avait le prix du meilleur grimpeur, le meilleur descendeur, puis le meilleur au sprint. Parle-moi un peu de ça, c'est intéressant. Tu as quand même remporté sur
à tes preuves, tu as remporté 3 fois la meilleure grimpeuse. Donc, il y avait un dossard, un peu comme le dossard à maillot, je pense à Poids-Rouge au Tour de France, quand c'est Ouais. le meilleur grimpeur, le maillot jaune du leader. Il y avait un peu ça. Puis je trouve que ça a donné un aspect intéressant. Puis un petit aspect compétitif qui est différent, c'est que quelqu'un qui gagne pas peut quand même remporter la montée la plus rapide et tout ça. C'est intéressant d'avoir vu ça. Exactement. J'ai adoré, ça mettait un peu de piment dans la course. Et puis, comme tu dis, ben, ça permettait aussi à des gens qui ont, en guillemets, aucune chance au classement général, bah, de pouvoir sortir du lot. Et ben, j'en ai rencontré plusieurs sur le parcours qui étaient cool, hein, tout le long du parcours. Et quand c'était leur section downhill, enfin descente, ben, ils étaient à fond. Et puis, même certains, ils s'échauffaient juste avant la section. J'ai trouvé génial, quoi. Vraiment, j'espère que c'est un format qui va durer, qui vont, voilà, qui vont refaire ça les prochaines années. Ouais, puis c'est original, puis je pense qu'il y a peut-être d'autres courses qui ont pris des notes, qui ont dit, c'est intéressant, le format, oui, il y a un gagnant overall, mais il y a aussi des petites compétitions à l'interne, puis il y a ça dans n'importe quelle course, tu sais, le Pikes Peak Marathon, il y a l'Ascent, fait qu'il y a des gens qui se poussent en fou sur la montée, puis eux, leur Oui, course termine, entre guillemets, après la montée, puis il y en a qui font 42 km complets, mais c'est de quoi qu'on pourrait voir monter, qui est intéressant de dire, si quelqu'un comme toi, qui est super performante en montée, ben, si la descente se passe moins bien, ben, t'es quand même allé chercher de remporter le maillot de la meilleure grimpeuse. Fait que on a vu que les Suisses, en termes de grimpe, c'était fort parce que tu as remporté 3 des 4 épreuves. Puis Rémi Bonnet, je me rappelle pas, il a fini combienième au classement général, mais en montée, il a été imbattable. ouais, Donc, aussi, ouais. on comprend que c'est les Suisses qui dominent les montées. Peut-être, je sais pas, ouais. Bah oui, en tout cas, bon, Rémi Bonnet, voilà, il est connu pour bien grimper. Et voilà, quoi. Après, c'est aussi, c'était à nous de jouer. Moi, à chaque fois on abordait la section de montée, bah, j'essayais de tirer un petit peu plus pour être devant. Donc, alors que certains, bah, ils s'en fichaient. Voilà, c'était assez tactique, quoi. Donc, les deux, je pense, Rémi et moi, on a essayé d'avoir ce classement des meilleurs grimpeurs, quoi. Ça a bien Ouais, fonctionné. Fait que si on ouais. passe étape par étape, la première journée, c'était un prologue qui appelait donc un 3,5 km et avec 116 mètres de D+. Fait que c'est une toute petite épreuve qui était une mise en bouche, une entrée avant le repas principal. Tu l'as remporté en 17 minutes. Parle-moi un peu de ce prologue-là. Alors, c'était un prologue qui était très varié, très casse-pattes, parce que bah, ça montait, ça descendait, ça remontait, ça redescendait. Des parties roulantes, des parties techniques, et même une partie dans le sable. Donc ça nous a bien cassé pour les 4 jours suivants. Mais très joli parcours qui était au bord de l'eau. Bah moi, ma stratégie, c'était quand même de faire une bonne course parce que j'avais envie d'être bien classée. Enfin, le prologue, au fait, le classement du prologue déterminait notre place sur la ligne de départ de la première étape. Un peu comme en Formule 1, les qualifications. Voilà, OK. exactement. Donc, ben moi, j'avais pas envie d'être derrière lors de la première étape. Donc, je me suis quand même, on va dire que j'étais pas à 100%, mais je pense qu'à 95%, j'ai quand même bien tiré. Et puis, bah voilà, j'ai gagné bah, ouais, c'était quand même une surprise parce que je pensais qu'il y en a qui iraient plus vite que moi parce que je suis pas quelqu'un qui suis très rapide, on va dire. Je suis assez, ouais, le format de course de 2 heures me convient bien, mais pas 20 minutes. Voilà ce que je peux dire, quoi. Ça t'a bien permis de te positionner puis d'être dans la Voilà. première vague après ça pour le reste de la Oui. compétition. Fait que le Ça m'a fait, lendemain, pardon. non, excuse. Et puis ça m'a fait aussi un bon décrassage, on va dire, Hmm. parce que je m'étais bien reposée avant. Donc ça m'a permis de juste donner le petit coup de fouet avant les étapes principales. De se délier les jambes un peu avant de commencer. Voilà. J'ai vu que la température semblait, peut-être on va en parler d'étape en étape, mais la température semblait être un enjeu aussi dans ces courses-là parce que ça semblait être venteux, très. On s'attend quand on parle d'îles paradisiaques. En fait, on s'attend à un décor paradisiaque quand on parle des îles portugaises dans l'Atlantique et finalement c'est pas du tout ce qui s'est produit. On a vu des images, c'était la bouette jusqu'aux genoux, puis c'était le vent, le froid, ça avait l'air assez extrême comme condition. Exactement. Moi, j'imaginais le chaud, le soleil. D'ailleurs, je me réjouissais de cette semaine au soleil. Et puis, on n'a pas eu de la chance avec la météo. Et là, juste le jour du prologue où là, il faisait beau.
Donc les températures sont très euh, très agréables parce que ça tourne entre 15-20 degrés. Par contre, c'est assez humide, donc on transpire plus que d'habitude. Par contre, les jours suivants, on a eu beaucoup de froid, de vent, de pluie. Le premier jour, on a eu de la pluie, et puis bah voilà, les sentiers c'était catastrophique sur des moments. C'est la boue jusqu'aux genoux, hyper glissant, bah beaucoup d'eau quoi, bien sûr. Ouais, c'était pas comme j'avais imaginé. On est loin des petites vacances d'une semaine que peut-être les gens Exactement. s'imaginaient quand ils pensaient à cette semaine-là dans les Açores. Tout à fait, ouais. C'était vraiment, ouais, j'aurais pas pensé ça. Ça aura peut-être participé à rendre le défi encore plus difficile parce qu'il y avait l'aspect étape. C'était des courses assez avec des bons dénivelés. Puis je pense qu'il y avait beaucoup de variations, de technicité des sentiers, de végétation. Il y avait un peu de tout. Mais là, en plus, qu'on ajoute le fait que les sommets sont venteux puis que c'est super humide, c'est un bon défi pour tout le monde. Oui, alors tout à fait. Bah, c'est vrai que ça mettait un peu de piment. C'était assez ludique sur le moment. Mais j'en ai aussi, des fois, j'en avais ras-le-bol. Et je jurais dans la course. Après, ce qui change aussi, c'est le temps de course, parce que moi, j'imaginais plutôt quand j'ai vu hein, les profils, j'imaginais 2 heures, 2 heures et demie de course chaque jour. Et au fait, ça a été plus proche des 3 heures. Donc là aussi mentalement, ouais, comme on dit, genre, tu t'en prends un coup parce que tu pars sur 2 heures, 2 heures et demie. Puis au fait, chaque fois, t'as une demi-heure de plus. C'est dur, quoi. C'est beaucoup plus long que d'habitude. Non, c'est ça, ça joue sur le moral. Voilà, exact. L'avantage, c'est que l'avantage, c'est le fait que tout le monde a un peu les mêmes conditions, fait qu'au moins tout le monde est dans le même bateau. Tout à Donc, fait. si on parle de la première étape, c'est un 25 km de 1100 mètres de D+. Parle-moi un peu de cette étape-là où t'as terminé deuxième en 2h16. Alors c'était une étape qui était très technique, c'était la plus technique des 4 jours. OK. Donc vraiment que ça soit à la montée, à la descente, il y a peut-être juste la fin qui était un peu plus roulante. Il y a même des moments où on pouvait même pas courir quoi, c'était des tout petits chemins sinueux dans la forêt avec de la boue jusqu'aux genoux. On devait s'accrocher aux arbres pour pas glisser, pour pouvoir grimper. Ensuite, on arrivait donc au sommet, c'était le long d'un cratère autour du volcan. Et bah en fait, on voyait rien parce qu'on était dans le brouillard. Voilà. Après la descente technique et puis un peu plus roulante sur la fin. Donc là, moi j'ai fait la course quasi seule tout le temps. Il y a juste Tove, donc la Suédoise, hein, Tove Alexandersson, qui m'a passé au sommet de la première montée comme un boulet de canon. Ah ouais. Et je me suis même pas accrochée à elle parce que c'était impressionnant quoi, la vitesse qu'elle allait. Elle a pris beaucoup de risques aussi dans la descente. Moi, comme je l'ai dit avant, j'ai pas pris de risques, j'ai été mollo. Et à l'arrivée, donc j'ai perdu, enfin, je finis deuxième, mais avec 7 minutes de retard sur Tove. Mais je vois Tove qui est à la ligne d'arrivée, elle est entourée de Samaritains, la cheville en l'air. Je me dis ouh, elle a peut-être pris trop de risques. Et puis effectivement, elle s'est tordue une cheville. Ah ouais, Alors dès le début. ouais, dès le début. Sur le moment, je me suis dit peut-être qu'elle pourra même pas courir les prochains jours. Et puis bon bah pour finir, par chance, elle a bien tenu. Elle a pu faire finir le Golden Trail Championship. Mais voilà. Donc bah moi en fait ça a tout de suite donné un peu la couleur. Elle est très forte, mais elle a laissé beaucoup de plumes lors de cette Mhm. première étape. Et puis par contre, j'ai aussi vu que bah voilà, je pouvais pas me laisser me reposer, trop me reposer parce que dans la première descente, quand j'ai relâché un peu l'effort pour pas prendre trop de risques, eh ben en fait je me suis fait rattraper par deux filles, donc Rachel et puis Blondine l'hirondelle. Et j'ai vu que voilà, je pouvais pas me permettre d'avoir de coups de mou parce que derrière ça revenait fort quoi. Ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est un peu comme quand on entend parler de les gens qui se pèsent sur un long ultra, c'est que il y en a toujours qui vont partir en boulet de canon en début de course, puis là c'est un format par étape, mais ça reste que c'est le même mindset, je suppose, qui est de y aller à sa vitesse puis de s'accrocher à quelque chose de réaliste. Si tu avais essayé de t'accrocher à Tove au début puis tu avais voulu faire la descente à la vitesse pour essayer de maintenir un écart qui est plus serré que là, les 7 minutes que tu as perdu, disons, ben Ouais, peut-être que tu aurais perdu tes plumes, comme tu dis, fait que ça confirme. Quand on voit comment le reste du Golden Trail ouais. Championship s'est passé pour toi et pour elle, peut-être que c'était la bonne stratégie qui a été optée. Surtout le premier jour, là.
Oui, tout à fait. Ouais. Quand tu sais ce qui reste, là, il reste encore 3 Ah, longues étapes, faut y aller intelligemment. exact. Fait que le deuxième jour, on parle d'une étape à peu près semblable, donc un 25 km de 1159 mètres de D+. Je pense que c'est une étape qui a été modifiée parce que justement, tout au long de la semaine, on a vu des changements de parcours, des changements d'itinéraire parce que la température était exécrable, là. Oui, alors tout à fait. Le deuxième jour, je crois pas que ça a été modifié, si je me trompe pas. Non, bon peut-être, il y a peut-être eu 1 ou 2 kills de plus. De toute façon, il y avait toujours un peu plus parce Ah que ouais? c'est sur papier et au fait, à la montre, on avait toujours plus. Même les dénivelés, on avait chaque fois 3, même 400 mètres de dénivelé en plus. Donc voilà. Deuxième jour, donc moi, je sais qu'elle est plus roulante. C'est une étape qui est plus roulante, moins technique. Donc je me dis que peut-être que je vais pouvoir me rapprocher, enfin diminuer l'écart entre Tove et moi. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, je suis partie devant et j'ai fait course en tête toute l'étape. Donc ça s'est très bien passé et je finis avec 2 minutes 30 d'avance sur Tove et plus de 5 minutes sur la troisième. Donc là, ça me laisse une confortable avance pour les étapes d'après. Donc là aussi, au niveau de la météo, bah, de nouveau du brouillard en haut. Donc on était de nouveau sur le cratère du volcan. Et puis bon, un peu plus sec en bas. On est parti sans pluie au moins, mais toujours ce temps humide, brouillard, du vent, voilà. Et puis Ça la joue ça. boue, Ouais, ça la doit jouer sur le mental quand c'est chaque jour comme ça. Tu sais, je suppose qu'une ouais, mauvaise journée, ça aurait été quelque chose, mais là, chaque matin, tu te lèves, tu ouvres les. Je m'imagine te lever le matin, t'es un peu raide des jambes, tu dis, ah, j'espère qu'aujourd'hui, on va avoir des beaux points de vue, tu sais, parce que ça doit être magnifique, ces sommets-là, quand il n'y a pas de brouillard. Là, tu ouvres les rideaux, tu fais, oh, encore une fois, la même affaire. exactement. Ouais, ça jouait un peu sur le moral. Et puis ouais, c'était dommage de rien voir en haut parce que comme tu dis, on est aussi là pour découvrir l'île et puis ben là on voyait rien quoi. Donc c'était dommage. Mais bon, c'est comme ça et ça mettait. C'était aussi des fois rigolo de se retrouver bah, dans ce brouillard. Bah là, la deuxième étape, j'étais tout le temps seule. J'ai croisé personne à part Ah peut-être ouais. quelques hommes. Ça fait vraiment bizarre, quoi. Tu vois rien devant, rien derrière. Je restais focalisée sur les drapeaux pour pas perdre mon chemin. Et ouais, c'est assez assez rigolo quoi de courir comme ça. T'avais appris de ton petit épopée au Népal l'année d'avant où t'avais pris un mauvais sentier. Ouais, Là, je suppose que tu devais être focus sur les flags puis il fallait pas en manquer un. exactement. Ouais, ouais, là c'est vraiment. Je sais que c'est aussi mon point faible. Hein. Des fois, je suis un peu trop concentrée sur mon effort et je regarde pas où je vais et puis je loupe les chemins. Donc, en tout cas, l'expérience du Népal m'a appris quelque chose. Ben oui, je disais souvent que je parlais avec d'autres invités, puis c'est souvent le constat qu'on fait, c'est qu'on apprend plus dans les moins bonnes journées, ou tu sais, dans les DNF, Exact. dans les journées où on était dans le dur, puis qu'il a fallu s'en sortir, plutôt qu'une journée parfaite. Tu sais, il y a plein de beaux apprentissages dans la vie, mais je suppose qu'on apprend plus d'une aventure comme au Népal que d'un Cerzinal qui se passe exactement comme prévu de A à Z, puis Tout à fait. qu'on Ouais. apprend dans ces moments-là. Tu parles beaucoup que tu étais concentré sur ton effort, tu sais, dans une course comme ça qui prend 2 heures 30. Comment tu te motives dans ta tête? Je serais curieux de comprendre. Est-ce que toi, tu penses au parcours? Est-ce que tu analyses beaucoup le parcours avant ou tu te laisses surprendre par ce qui se passe? Comment tu te prépares à une épreuve? Puis qu'est-ce qui se passe dans ta tête à mesure que cette épreuve-là avance? Alors, je prépare quand même mon parcours. Souvent, je le coupe un peu en morceaux. Euh, et en fait, ça m'aide sur le moment parce que je sais, bah voilà, qu'il reste plus que 200 mètres de dénivelé. Après, je suis en haut. Après, je sais qu'il y a une descente. Après, il y a un ravitaillement. Voilà. Et souvent, quand c'est long comme ça, 2 heures, 2 heures et demie, je me fixe des petits objectifs. Bah des fois, quand il y a la famille, je me dis, bah voilà, dans 3 kilomètres, il y a la famille qui est là pour t'encourager. Après, allez, t'essaies de crocher jusqu'au prochain ravitaillement. Après, tu peux te permettre de lâcher un tout petit peu si tu prends de l'avance. Voilà, je me fixe vraiment des petits objectifs comme ça pour couper la course. Et puis après, je pense aussi aux entraînements que j'ai faits pour cette course. Ah, c'est dommage, là, ce serait dommage d'abandonner ou de relâcher maintenant parce que tu seras déçu après à l'arrivée, tu te diras ah mais pourquoi j'ai pas continué comme ça sur ce même rythme, j'aurais pu faire une superbe course.
Donc, ouais, j'essaie de m'accrocher à ce que je peux et trouver du positif dans la course, quoi. Même quand on est dans le creux avec de la Ouais, peau jusqu'aux exactement. genoux. Ouais, tout à fait. Là, ben, je me disais bon, bah, ouais, ça avançait pas. Je voyais qu'on était à 6-7 minutes au kill. Je disais oh mais c'est pas vrai, ça va être hyper long. En même temps, bah, je me disais mais tu vois la chance que t'as d'être là. Il y en a qui sont confinés à la maison, qui peuvent même pas courir. Toi, t'as pu voyager. Tu t'es sur une île que tu connais pas, avec d'autres athlètes. Bah profite. Et puis ouais, j'essaie toujours de trouver du positif dans ce que je vis. Ouais, puis tu sais, je lisais aussi un livre de Hal Corner, qui est un coureur américain, qui disait que juste de se mettre un sourire dans le visage, puis lui, il est connu comme n'importe quelle course, peu importe comment ça va, il arrive dans les ravitaux, le gros sourire aux lèvres, puis c'est devenu un peu sa marque de commerce, puis il expliquait que il dit je le fais pour les gens parce que je veux remercier les bénévoles et tout, mais il dit je le fais pour moi parce que juste de se mettre un sourire de se forcer à être positif, ben on entraîne ça, puis ça devient ça met dans un mode positif, puis ça fait avancer les jambes quand plus rien veut avancer, hein. Ouais, ouais, c'est Tant- clair. Tantôt, tu parlais que les épreuves ont toutes été un peu plus longues avec plus de D+. Toi qui sembles préparer puis calculer ta course en petites portions, la diviser, est-ce que ça jouait sur le mental quand t'es rendu puis tu vois pas encore le fil d'arrivée puis t'es comme, là, c'est une épreuve de 25 km, puis là, ici, j'ai 25 km, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça joue sur le mental, ça, ces Oui. surprises-là? Ouais, là, c'est vrai que c'est dur, surtout que bah c'est la fin, donc t'es fatigué. Ouais, là, c'était dur. Mais en même temps, ben, je me disais, bah c'est pour tout le monde la même chose. Et puis plus t'avances, et puis plus tu te rapproches de la ligne d'arrivée. Donc, ben, vas-y, continue et tu vas pas t'arrêter là. Donc, ouais. Mais par contre, c'est quand même des moments qui sont difficiles, ouais, effectivement. Non, j'en doute pas. Donc ensuite, l'étape 3, c'était la plus longue de toutes, 31 km, quasiment 1500 mètres de D+, sur papier. Encore là, ça peut être différent. Tu as encore remporté en 3h17, donc ta plus longue épreuve, puis ça t'a permis de passer devant Tové au classement général, parce que jusqu'à la deuxième étape, tu étais encore, t'accusais, je pense, encore 2 minutes Ouais, ou encore 5 quelques minutes. minutes Ouais. tout près d'elle, mais là, la troisième étape, cette victoire-là t'a permis de la dépasser au classement général. Parle-moi de cette troisième journée-là, cette quatrième journée-là, en fait. Alors, bah déjà, ça a changé parce que normalement, on aurait dû changer d'île. Et puis de monter sur le plus haut volcan des îles, donc le Pico. Et là, ouais, en fait, les conditions étaient tellement horribles qu'ils ont décidé de jouer la sécurité et de rester sur la même île. C'était un parcours qui, en fait, toute la dernière descente de la deuxième étape, eh ben, on la refaisait toute en montée. Ah, OK. Voilà. Donc, la motivation n'était pas du tout là parce qu'on savait exactement où on allait passer. On savait exactement comme voilà les chemins boueux, les chemins techniques, voilà. Et bien sûr que bah il y avait de nouveau du brouillard et énormément de vent en fait en haut. Bon moi ma stratégie c'est puisque j'ai de l'avance sur la troisième, c'est de surtout de rester avec Tove et puis d'essayer de grappiller encore quelques minutes. Donc là, comme j'ai dit avant, les jambes sont très très fatiguées. Les premiers kilomètres, j'arrive même pas à suivre la tête de course parce que bah Blondine et Rachel partent devant et je reste environ 1 minute 30 derrière. Mais là aussi, je m'excite pas. Je me dis que ça va être une longue étape et que voilà, je vais peut-être pouvoir rattraper ensuite. Et puis bah rapidement dans la première montée, je vois que je me sens de mieux en mieux. Je les rattrape de plus en plus. Je les passe. Tove, je la perds de vue. Enfin, on a fait les premiers kills ensemble, mais après elle lâche et elle est vraiment fatiguée, donc on voit qu'elle a laissé des plumes dans la première étape. Et bah là, je fais aussi toute la fin de la montée seule devant. Et là, bah c'est cool parce que je me dis bah je prends des minutes sur Tove et maintenant il faut juste que je tienne la cadence dans la descente pour pas qu'elle me rattrape. Et puis je suis rattrapée par Rachel dans une descente un peu technique. Et c'était super sympa parce on fait 10 kilomètres ensemble à se relayer. On a un peu le même rythme, donc c'est vraiment sympa quand t'es dans le brouillard d'avoir quelqu'un avec qui courir. Et puis je savais que les 10 derniers kilomètres, donc ouais, en tout il y avait environ 32, je sais plus exactement. Les 10 derniers kilomètres, ils sont très roulants, avec beaucoup de variations, en fait, beaucoup de montées, enfin très très vallonnées aussi. Ah, OK. Voilà, il fallait garder de l'énergie pour la fin. Et le fait de pas être parti trop vite,
ça m'a permis d'avoir pas mal d'énergie sur la fin et de pouvoir passer Rachel et de gagner avec pas mal d'avance, hein. Donc, je sais plus, je crois 4 ou 5 minutes sur Rachel, la même chose sur Blondine et puis plus de 10 minutes d'avance sur Tove. Fait que t'as Donc, creusé cet écart-là à cette étape-là. voilà. C'était un Là, peu le point tournant. ouais, c'est vraiment l'étape où je pense j'ai bien géré et c'est ce qui m'a permis de creuser l'écart sur les autres. Donc j'abordais au fait le dernier jour avec vraiment une confortable avance et puis j'ai pu relâcher la pression et puis me dire que j'ai on guillemets plus qu'à gérer pour gagner le général. T'as juste Donc à te coller sur peu importe qui sera en tête, à moins que quelqu'un qui a déjà qui a un bon retard sur toi décide de se donner, mais tu connaissais les coureuses qui étaient en tête de course avec toi, qui étaient en tête au général, fait que tu voulais te coller à ces filles-là puis terminer voilà, dans l'étape. Puis exact. tantôt, tu disais que t'as couru beaucoup avec Rachel. Est-ce que dans un mode de compétition quand même, vous à un pace qui est assez rapide, on s'entend, c'est un marathon de montagne, puis surtout quand tu dis une portion qui est plus vallonnée, où on peut pousser un peu plus, c'est à bon rythme. Est-ce que vous avez quand même le temps d'échanger, de jaser un peu à mesure que la course avance? Alors on n'a pas tellement parlé, mais c'était un travail ensemble, on va dire. Des moments, elle me tirait, des moments, je la tirais. Et puis, bien sûr que, bon, elle parlait anglais, alors elle disait, ah, good job, good job. Puis, c'était vraiment sympa, en fait, l'échange qu'on avait, mais on n'a pas parlé parce qu'effectivement, tu vas quand même dans un bon rythme, donc, t'es essoufflé, tu vas garder ton énergie. Vous avez joué Euh, la paisseur de l'une de l'autre, vous étiez le paisseur l'un de l'autre, puis voilà, ça, c'est exact. intéressant quand même. Ça peut être le fun aussi parce que souvent les courses, les longues étapes et tout comme ça, c'est le fun d'avoir quelqu'un, un lapin, là, quelqu'un après qui courir puis de pouvoir s'accoter sur un pace, puis après ça, pouvoir rendre l'appareil à l'autre, ça doit être intéressant. Puis c'est une belle Oui, relation qui se crée, hein. tout à fait. Ouais, ouais. Donc, quatrième et dernière étape, tu arrives là avec une bonne avance au classement général. C'est une étape de 30 km avec quasiment 1400 mètres de D+. Comment ça s'est passé cette dernière journée-là? Est-ce que tu as appliqué ta stratégie de te coller aux têtes de course puis de remporter comme ça? Oui, alors tout à fait. Donc bon, pour finir, l'étape a aussi été modifiée. Et puis on était dans le bus pour nous amener au départ quand on a su qu'il y avait 5 kilomètres de plus. Donc là, ouais, bon voilà, c'est le truc qui tue, quoi, vraiment avant le départ. Mais moi, voilà, ma stratégie, c'était de rester avec Rachel. Enfin, je pensais que c'était Rachel qui allait être devant parce que elle a monté hein, au fil des étapes, elle allait de plus en plus vite. Et puis, bah, Tove, je savais elle était derrière, enfin, qu'elle était très fatiguée. Donc, je pensais que la tête de course serait entre Rachel et Blondine. Et rapidement, en fait, on a fait course en tête avec Rachel. Moi, je me suis calée sur son rythme. Le but, c'était de rester avec elle. Et puis, on a creusé l'écart avec les autres. Et on a fait jusqu'à mi-course ensemble, à se relayer. Et là, on échangeait des fois deux, trois mots courts, hein, mais vraiment, c'était... Moi, j'avais rien à y gagner d'aller devant et puis de prendre encore 5 minutes, quoi. Donc, mon objectif, c'était le classement général. Et puis elle, elle m'avait dit, ouais, ce serait cool si on pouvait courir ensemble. Donc voilà, c'est ce qui s'est fait. On s'est juste perdu un peu de vue en arrivant au sommet parce qu'il y avait de nouveau un monstre brouillard. Et puis, et puis moi, j'avais envie dans la section de grimpe, hein, donc voilà, enfin, j'avais envie de gagner de nouveau cette section de grimpe. Donc j'ai accéléré un tout petit peu la cadence. Puis là après, je l'ai perdu de vue, mais elle m'a rattrapé 6 ou 7 kilomètres après. Et puis on a refini la course. Alors pas collés ensemble, mais on se voyait tout le temps. On était à 15-20 secondes l'une de l'autre. Et puis ouais, c'est dans les 6-7 derniers kills où je l'ai de nouveau, enfin peut-être un peu moins, 5 kilomètres avant l'arrivée, où je l'ai plus aperçu parce que c'était très sinueux. Et puis un peu comme dans une jungle hein, où on devait presque tracer son chemin. Et puis je me suis plantée au fait. J'ai tout d'un coup j'ai pas vu un drapeau et ouais j'ai perdu peut-être 1 minute 30. Mais c'est avec ça j'ai pas pu recoller Rachel. Et puis c'est elle qui a gagné l'étape. Ce que j'étais super contente pour elle hein, parce que de toute façon dans ma tête c'était clair que si on finissait ensemble, je la laissais gagner parce Ah qu'elle ouais. avait fait une super course.
Et puis bah voilà, j'avais envie qu'elle gagne aussi une étape. Moi, j'en avais déjà gagné 2, donc ça me faisait plaisir qu'elle gagnait. Et de toute façon, je savais que j'avais le classement général, donc si tout allait bien. Mais bon, à la fin, j'étais quand même stressée. J'ai quand même dû tirer jusqu'au bout parce que comme j'apercevais pas Rachel, j'avais peur qu'elle me prenne trop d'avance et d'un coup que je finisse deuxième. Donc j'ai mis les bouchées doubles comme on dit et je demandais un petit peu autour de moi si elle avait beaucoup d'avance. Et quand j'ai su qu'elle avait que 1 minute devant moi, j'ai dit ah c'est bon quoi, j'ai pas besoin d'aller trop vite et voilà, j'ai fini comme ça. Donc ma stratégie j'ai pu faire ouais comme je pensais quoi. Est-ce que tu as eu une petite crainte au moment où tu dis où t'as perdu ton chemin quelques minutes? Est-ce que tu as eu un genre de sentiment de déjà-vu? Tu t'es dit, là, j'ai pas fait tout ça, puis mener le classement général depuis 3 jours pour finalement, parce qu'on s'entend, t'avais une bonne avance, mais t'avais une bonne avance qui, dans des formats plus courts comme ça, c'est pas 2 heures d'avance comme on entend dans les fonds Non. ultra, c'est quelques minutes. Fait que oui, Rachel était derrière toi au général, mais si tu te perds puis que t'es 10 minutes à chercher ton chemin, ça peut être suffisant pour te faire glisser beaucoup. Est-ce que tu as eu Tout cette à fait. crainte-là à ce moment-là, une petite panique, ou t'es demeuré calme dans tout ça? Non, alors ça a été une petite panique. Par chance, c'est vrai que bah ça, c'est comment? C'est ce que j'ai appris au fait au Népal, c'est que dès que tu vois plus de drapeau au bout de 50 mètres, ça sert à rien d'aller plus loin, d'aller chercher un autre drapeau. Il faut revenir sur ses pas. Et donc là, j'ai pas réfléchi longtemps. Dès que j'ai plus vu de drapeau, j'ai dit mince, je remonte tout de suite sur mes pas et puis je vais bien en voir un. Et avec ça, j'ai perdu que 1 minute. Donc, mais ça a été une panique, ouais. Je dis oh non, c'est pas vrai, ça fait 3 jours que je suis devant là, et puis en plus il restait que 3 kilomètres ou 4 kilomètres, donc c'était à la toute fin et je dis, c'est pas vrai, ça va pas recommencer. Mais non, ça, par chance, j'ai appris un peu de mes erreurs et puis j'ai pu vite rectifier le tir. Ben, c'est ça, c'est l'expérience qui entre Voilà. en ligne de compte. Donc, au final, tu remportes le général en 10h47 devant Rachel Drake, comme tu parlais, avec qui t'as passé les 2 dernières journées, beaucoup de temps à courir avec elle, et la Française Blandine Lirondelle qui a terminé troisième. Mhm. Donc, comment ça s'est passé pour toi de traverser la ligne d'arrivée au terme de ces 5 journées-là? Tu sais, c'était ta plus longue course que tu venais de compléter, même si c'était en étape, ça demeurait un 110-115 kilomètres en peu de temps, hein? Ouais, alors bah, bien sûr, j'étais super heureuse, hein. Ouais, de gagner ce classement général et puis super heureuse d'avoir pu terminer parce que comme j'ai dit avant, j'étais pas sûre de pouvoir courir 4 jours d'affilée comme ça avec ma blessure. Donc ouais, c'était un monstre soulagement aussi. Et je savais que la saison était terminée. Je savais que derrière cette course, bah, m'attendait une grosse pause, une grosse coupure. Donc ouais, vraiment que du bonheur quoi. En plus, on a fini avec un peu de soleil. Ah, On a eu 30-40 minutes de soleil à l'arrivée. Donc ouais, c'était génial quoi, vraiment. ouais, c'est le fun. Puis du côté des hommes, juste pour ceux qui se le demandent, première place, moi, je pense que je vais mériter moi aussi une première place si j'ai réussi à le dire de la bonne façon, mais Bartłomiej Pezwojewski, le Polonais qui a remporté l'épreuve au total, un super coureur qui encore là, lui aussi est un peu une révélation dans cette Golden Trail Series-là. Deuxième place, Jim Wamsley qui a pas besoin de présentation. Et le troisième, c'est Frédéric Tranchant, le coureur d'orientation que je parlais un peu plus tôt, qui avait causé la surprise, puis qui peut-être va devenir un coureur plus en mode trail, parce que c'est un gars qui fait de la course d'orientation en Norvège, puis qui est très performant dans ce sport-là. Mais là, avec cette performance-là, avec Cierzinal, peut-être qu'on va le voir sur des formats plus course en sentier que course d'orientation, qui va peut-être causer la surprise dans les prochaines années. Donc, c'est le fun de voir ces gens-là. Puis, tu sais, je suivais, tu sais, l'événement à distance et tout ça, puis ça avait l'air vraiment d'une belle organisation, mais d'un beau, comme on parlait tantôt de colonie de vacances, puis une belle expérience de communauté où c'était tout le monde un peu là-dedans. Puis, des fois, quand tout le monde est dans le dur, puis tout le monde est dans la boue et le vent, ben on dirait que ça amène une légèreté parce que tout le monde est pris là-dedans en Oui. même temps, puis on est, comme on dit, on est tous dans le même bateau. Fait que ça devait être trippant comme semaine comme ça. Est-ce que vous aviez du temps un peu après la course pour en profiter ou tout le monde repartait assez rapidement? Non, alors bah, on avait le bus qui nous ramenait. Après, c'est vrai que les journées se passaient super vite parce que le temps que bah, déjà qu'on finisse la course, c'était souvent 1 heure de l'après-midi.
le temps que le bus nous ramène, qu'on mange. Souvent, en fait, depuis la course, on allait directement manger au restaurant. Donc moi, j'arrivais dans la chambre d'hôtel. Souvent, c'était 2 heures, 2 heures et demie l'après-midi. Le temps de se doucher, se poser quand même juste 1 heure dans le lit. Et après, en fait, ça c'est aussi le désavantage d'être devant, c'est qu'il y a les contrôles antidopage. Donc chaque Mhm. jour, on était contrôlé, les interviews, la cérémonie de remise des récompenses. Et voilà, c'était déjà souvent 6 heures le soir. Et après, à 7 heures, on allait manger de nouveau. Et voilà. Après, c'est dodo et rebelote le lendemain. Donc, j'ai pas, ouais, les journées, j'avais pas vraiment le temps d'aller visiter ou de discuter 3 heures avec les athlètes, quoi. Ça passe très, très vite. Non, non, c'est clair. Est-ce que tu penses que ton expérience, parce que tu sais, comme tu le disais tantôt, tu as 33 ans, ça fait des années que tu fais ça, versus il y avait beaucoup de jeunes espoirs, des jeunes coureurs, des jeunes coureuses qui sont peut-être l'avenir de ce sport-là, qui commencent à avoir des premiers succès. Est-ce que tu penses que ton expérience te donne un avantage ou les apprentissages que tu avais, ta stratégie de course, est-ce que c'est ça, tu penses, qui est combiné à la performance physique qui est venu te donner cet avantage-là puis cette victoire-là? Oui, et surtout sur des courses comme ça, par étapes. Peut-être que les jeunes, ils auraient tendance à partir trop vite, voilà, les 2 premières étapes à se donner à 100-120%. Et puis, comme je disais avant, la récupération, on la néglige souvent. On sait que c'est dans les 30 premières minutes après l'arrivée que tout se joue. Enfin, Ouais. pas tout se joue, mais que le corps absorbe le maximum de choses à ce moment-là. Donc, de pas avoir cette expérience, voilà, je pense que tu mets beaucoup plus de temps à récupérer et à être moins en forme pour les jours suivants. Donc oui, clairement, je pense que l'expérience a joué en ma faveur. Côté récupération, c'était quoi ta- ta- ce que tu faisais après chaque course? C'était quoi ton petit rituel d'après-course? C'est comme tu dis, les 30 premières minutes sont déterminantes dans la Ouais. récupération. C'était à quoi ça ressemblait ton 30 minutes qui suivait ta ligne d'arrivée, ta ligne de départ? Non, ta ligne d'arrivée. Ouais. Alors dès que je passais la ligne d'arrivée, tout de suite je buvais. Bon, il y avait pas de ravitaillement en fait à cause du Covid. Donc le matin même, je me préparais des petits sandwichs au fromage ou au jambon, enfin voilà. Je prenais de quoi grignoter. Donc tout de suite, je dirais dans les 5-7 minutes après être passé la ligne d'arrivée, je mangeais mes petits sandwichs. Je je buvais beaucoup aussi. Et puis je m'asseyais tout de suite. Je restais pas 3 heures à discuter debout, qui fatigue, hein. Et puis après je mettais tout de suite une veste, hein, quelque chose pour pas attraper froid. Je me rhabillais. Donc je dirais que dans les 10 premières minutes après être arrivée, j'étais habillée, j'avais mangé et bu. Voilà. L'important était Et fait. voilà. Et puis ensuite, dès que ça s'était fait, j'allais tout de suite, je marchais jusqu'au bus. Donc il y avait 5-10 minutes de marche. Donc ça faisait un peu le retour au calme, hein, jusqu'au bus. Et après, j'étais dans le bus, au chaud, assise. Des fois, même, je mettais les jambes en l'air en attendant, parce que le bus partait pas tout de suite. On attendait les coureurs suivants. Ah oui. Des fois, on attendait jusqu'à 40 minutes dans le bus. Donc voilà. Puis là, au moins, j'étais assise, les jambes en l'air. Je pouvais encore des fois manger un petit truc, boire quelque chose. Et puis, au moins, j'étais tranquille, quoi. Non, Voilà. c'est ça. Est-ce que tu es une adepte du foam roller, de toutes ces méthodes de récupération-là, après les manipulations physiques, ou c'est vraiment plus côté nutrition et, et dans les 30 minutes qui suivent que ça se passe pour toi? Je pense que l'alimentation est plus importante, mais après, moi, j'aime beaucoup les chaussettes de compression Mhm. que je mets. En fait, c'est des chaussettes toutes jambes, enfin toute la jambe, hein, depuis le pied jusqu'à la cuisse. Donc ça, je mettais l'après-midi après avoir mangé, être douché. Je mettais pendant 2 heures environ pour drainer, pour le retour veineux. Ça, en tout cas pour moi, ça m'aide beaucoup. J'ai l'impression. Et puis j'ai fait un petit peu de complexe aussi, d'électrostimulation. OK. Après, voilà, je suis
j'en fais pas énormément. Des fois, ça aide quand on a vraiment des muscles qui sont très tendus. Là, je faisais, peut-être ça m'a aidé, peut-être pas. Après, c'est aussi psychologique. Je me disais que j'ai tout fait pour récupérer. Donc ça, je me faisais aussi des petites séances l'après-midi ou juste avant de dormir. Ça permet de mettre en confiance aussi, je suppose, de se dire, ben, j'ai Ouais, tout fait ce que j'avais à faire. Après ça, est-ce que la science prouve que ça fonctionne? Ben, si ça fonctionne pour toi, c'est l'important. voilà, exact. On parlait de ton expérience qui t'a probablement servi dans toute cette victoire-là. Est-ce que tu en retires des apprentissages de ces 4 jours-là? Comme on le disait tantôt en introduction, c'est ta première fois sur un format course à étapes. C'est quand même un 115 km sur 4 jours. C'est un format plus ultra, même s'il y a de la récupération entre. Est-ce que tu as appris ou est-ce que tu sens que tu as progressé comme athlète dans ces 4 jours-là aux Açores? Oui, ça m'a permis vraiment bah ouais, de gérer cette récup. C'est la première fois que je me mettais vraiment en mode récup quoi après course. Et j'ai essayé de bah tout ce que je lis, ce qu'on m'avait dit, j'ai essayé de le mettre en pratique. Et j'ai vu que ça a marché, donc pour les futures courses, je pense que ça va m'aider, ouais. Non, parce qu'on est habitué, je pense, dans des formats de course, peu importe lesquels, que ben on les met pas collés près l'une l'autre près des autres. Fait que tu t'emmènes la course, prends une bière ou peu importe, tu sais, puis c'est un peu plus, il y a moins il y a plus de relâchement, puis il y a peut-être pas le 30 minutes de Ouais. récupération qui se passe juste après. Fait que je suppose que ça, il y a des apprentissages qui se font aussi en le Oui, faisant, puis dans le concret comme ça. oui. Et puis même pour un ultra, bah le jour où je me lance là-dedans, parce que ça me titille aussi, hein, bah ouais, vraiment penser à cette alimentation, quoi, nutrition. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui est le plus important. Ouais, puis je pense que c'est bon pour n'importe qui écoute, peu importe le niveau. Tu sais, j'essaie toujours de trouver des apprentissages pour tout le monde parce que c'est super inspirant de parler à la numéro 1 mondiale en course en sentier. Mais quand je parle à des coureurs plus élites, tu sais, moi, mon audience, c'est beaucoup des gens, des coureurs du milieu de pack, des mid-packers qu'on appelle, des gens en arrière du pack, des coureurs de tous les niveaux. Puis je trouve que ce que tu dis là est intéressant, surtout à l'entraînement, parce que c'est rare les courses en étapes. On en a quelques-unes ici aussi au Québec. Puis mais la plupart du temps, tu finis ton ultra, tu finis ta course, puis t'as un mois avant ta prochaine course. Fait que c'est pas grave Oui, si t'es plus raide des jambes le lendemain. C'est juste drôle quand tu ouais, essaies de descendre les escaliers. Mais ça demeure que ce que tu expliques par rapport à la récupération, c'est bon à l'entraînement, parce que quiconque fait de la course d'endurance, de l'ultra, peu importe, ben c'est des grosses journées d'entraînement consécutivement. Donc, il y a une portion de récupération qui est beaucoup plus au quotidien. Puis je pense que tout ce que tu as expliqué, le 30 minutes, c'est de quoi que moi, j'ai fait le switch cette année en jasant avec nutritionniste ou même l'équipe de NAC que tu connais un peu, les gens de NAC à Montréal, des boissons, que ce soit des boissons de récupération ou de la nourriture, mais le 30 minutes après, moi, c'est nouveau dans ma vie d'essayer de prioriser ça. Le 30 minutes après un entraînement ou une grosse sortie, ben c'est là que la récupération se passe, c'est là qu'il y a le nerf de la guerre. Fait que tout ce que tu expliques sur la récupération, je trouve que c'est bon pour n'importe qui s'entraîne normalement plusieurs jours par semaine. Donc, c'est important de bien récupérer pour être en forme, là. tout à fait. Ouais, ouais. Ça permet d'augmenter son volume aussi, hein, puis ouais, puis de bien s'entraîner parce que si t'as pas bien récupéré, tu peux pas faire des bons entraînements. Donc, ouais, c'est vraiment important. Je profite du fait que tu as parlé des ultras qui t'ont titillé pour transitionner vers la conclusion. Je voulais aller, mais savoir qu'est-ce qui t'attend dans l'avenir pour 2021. Cette année 2020, ça a été un peu particulier avec le contexte. Est-ce qu'il y a des courses qui te titillent? Quels sont tes plans pour les années à venir en course en sentier? Alors, j'ai pas de course en particulier, mais bah, je suis quelqu'un qui aime varier les choses, hein, les compétitions. J'aime me fixer des nouveaux challenges aussi. Donc, j'ai toujours ces courses sur route, hein, le marathon, bah, peut-être avec les JO, même si ouais, j'y crois plus trop, mais voilà. Je pense que je vais refaire un semi-marathon aussi, peut-être au printemps, parce que j'ai besoin de vitesse aussi, hein, pour la montagne. Peut-être aussi renouer un peu avec la compétition de ski alpinisme OK. l'hiver, dans le but de vraiment de préparation pour l'été, mais pourquoi pas refaire des compètes au niveau international. Et puis bah voilà, l'ultra, mais ça viendra, je pense, dans quelques années. J'ai pas envie d'en faire trop maintenant. Enfin, je pense que ça me casserait quand même beaucoup. Et puis, ben, un autre format qui est vraiment à l'opposé des ultras, c'est de refaire peut-être un kilomètre vertical. Oh, Ouais, voilà, vraiment varier les plaisirs
Et puis bien sûr, continuer ces Golden Trail Series. Je crois qu'ils aimeraient aussi faire, enfin ils sont en train de parler, puisque le Golden Trail Championship a eu beaucoup de succès. Ouais. Donc faire une année sur deux les Golden Trail Series, une année sur deux un format sur 4 jours. Donc ouais, plein de bels objectifs et de encore plein d'envie quoi. Ah, c'est intéressant de varier comme ça, puis de Ouais. autant la route que les formats. Puis je pense que le kilomètre vertical est très populaire aussi en Europe. Souvent, les courses qui organisent un marathon de montagne ou un ultra, ben souvent dans la fin de semaine, dans le week-end de compétition, il y a ces kilomètres verticales-là qui sont Oui. super populaires. Puis c'est un format qui tellement impressionnant parce que pour ceux qui connaissent moins le kilomètre vertical, c'est 1 kilomètre, donc 1000 mètres de D+, d'une traite. Donc, ça se fait, le record du monde, je pense, c'est dans les 29 minutes, 30 minutes, mais ça se gagne extrêmement rapidement. Tu sais, pensez 1000 mètres de D+. Ce qui est drôle, c'est qu'au Québec, ici, on n'a aucune butte de plus de 1000 mètres. Fait que les kilomètres verticaux, il y en a déjà eu un dans une course à Québec qui s'appelle le Québec Mégatrail, puis il devait inclure une descente dans ton kilomètre vertical parce que c'est impossible de gagner 1000 mètres d'une traite. On a des petites montagnes ici, c'est un autre type de paysage. D'accord, ouais, Si t'as excellent. l'occasion de venir, on a des super belles courses, puis des courses qui commencent à avoir une belle renommée. On a des courses qui sont dans l'Ultra Trail World Tour, des, des séries comme ça. Mais la course de trail au Québec gagne vraiment beaucoup en popularité, puis c'est Ah intéressant cool. d'être un peu sur le tard. Les Américains le font depuis longtemps, mais au Canada, il y a quelque chose qui se passe au Québec, puis s'il y a 10 ans, il y avait 2 ou 3 courses qui existaient, 2 ou 3 événements, là, c'est un par fin de semaine. C'est une année normale, il y a quasiment un événement par week-end d'été, donc pendant 6 mois ici au Québec. Mais c'est grandissant, puis c'est super intéressant. Puis je pense on, on a des formats qui sont divergents, tu sais, qui varient, puis qui s'inspirent de ce qui se fait autant en Europe qu'aux États-Unis. Puis je pense que c'est la particularité du Québec aussi. On est comme à mi-chemin, on a un pied de chaque côté. Tu sais, on a tout l'héritage français des Québécois, mais on est sur le continent américain entouré d'anglophones. Fait qu'il y a ces inspirations-là de ces deux types de courses en sentier-là qui s'en viennent. Puis je trouve ça vraiment intéressant de parler avec toi puis de voir le format qu'ils ont donné à ce Golden Trail Championship-là. Puis je pense qu'il y a bien des événements qui vont écouter, qui vont dire « Ah, c'est intéressant d'avoir des maillots un peu comme le Tour de France et tout ça. C'est un beau format. » En tout cas, moi, ça me ferait plaisir d'une fois de venir au Québec. Je suis jamais allée. La seule fois que je suis allée au Canada, c'était à Toronto. OK. Voilà, mais ça date d'il y a beaucoup d'années en arrière. Donc, ouais, si j'ai l'occasion de venir faire une course au Québec, alors avec grand plaisir. Tu me feras signe, on fera une entrevue comme ça, mais en vrai. Voilà, exact. Pour l'instant, avec le COVID, de toute façon, je fais toutes mes entrevues, même en Zoom, même si mon invité habite de l'autre côté de la rue ici, je vais le faire en Zoom par Oui, précaution. Mais on a tous hâte que tout ça soit derrière nous et qu'on recommence à avoir des belles c'est courses. clair. Puis, ça va être intéressant de te suivre aussi dans les prochaines années avec 2021, que ce soit les Golden Trail Series ou si c'est les Jeux Olympiques de Tokyo. On te le souhaite, c'est certain. Ce serait vraiment le fun de te voir à Tokyo. Gentil. Mm. Donc, avant de terminer, j'ai toujours mon segment des questions éclairs NAC. Donc, je te l'expliquais tantôt en introduction. C'est super simple. C'est 10 courtes questions A ou B. Donc, c'est tout le temps 2 éléments en opposition, puis on répond le plus rapidement possible. Puis, j'ai même des FKT, donc des Fastest Known Time pour tout ça. Donc, t'es mon 16e épisode, t'es ma 16e invitée. Donc, le temps le plus rapide chez les femmes est de 25 secondes. Donc, c'est quand même rapide, mais je pense que la vitesse n'est pas un problème pour toi. Fait qu'on va, je sors mon chrono. Tu me dis quand t'es prête, comme je te dis, 10 Ouais. questions A ou B le plus rapidement possible. OK, c'est bon. Route ou trail? Trail, Monter la montagne ou descendre? montée, Café ou thé? café, S'entraîner seul ou en groupe? seul, Question NAC, bar végétalienne ou bar au grillon? grillon, Açores ou Népal? Açores, Courir au chaud ou courir au froid? chaud, Pikes Peak ou Sierzinal? Cerzinal, Fromage ou chocolat? fromage, Sentier roulant ou sentier technique? roulant. 24 secondes. On a, Oh! en fait, 24,99, fait qu'on est vraiment à pile poil sur le FKT. C'est super impressionnant. Donc, Marie-Ève Pellan, qui était mon invitée de l'épisode 5, si je me souviens bien, avait ce record-là. Donc, tu l'as challengé. Je pense que c'est un ex-aequo. Donc, c'est un plaisir de t'avoir reçu. Puis en plus, je vais pouvoir renommer ton nom à chaque épisode en disant, oh, le record appartient et à Marie-Ève et à Maude. Donc, je pense Cool. avoir faire une fleur à Marie-Ève, qui est une coureuse super impressionnante ici, de savoir qu'elle partage son FKT avec la numéro 1 mondiale. Je pense que c'est un honneur pour elle. Puis c'est un honneur pour moi de te recevoir. Puis un bonheur surtout. C'était vraiment intéressant de pouvoir jaser puis de vivre cette Golden Trail Championship-là à travers toi et ton histoire.
Ben merci, c'était un plaisir pour moi aussi. C'est toujours, en plus, j'adore l'accent québécois, donc voilà. Non, c'était vraiment sympa et puis merci de m'avoir contacté. Ben, merci à toi. Donc, je remercie comme à l'habitude William, Nicolas et toute la belle gang de NAC que toi aussi tu vas apprendre à connaître. Donc, peut-être dans les prochaines années, Maude sera ambassadrice NAC elle aussi. Donc, j'ai hâte d'entendre tes commentaires quand tu auras essayé les bars. Exact. Je remercie David qui signe mon design graphique, Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis merci à tout le monde. De semaine en semaine, la petite communauté pas sortie du bois grossit. Puis j'ai de plus en plus de gens qui m'écrivent, qui me donnent du feedback. J'ai teasé un peu quand je disais que je recevais une invitée de calibre international à l'épisode 7. Puis les gens m'écrivaient, est-ce qu'il reçoit Emily Fosberg? Est-ce qu'elle... Ton nom est sorti dans les spéculations, puis c'était le fun de le voir. Donc voilà, maintenant les gens savent qu'à l'épisode 16, je recevais le monde Mathis. Puis c'est un bonheur de jazzer. Donc merci à toi. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. Merci, hein. Puis comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.